Merci beaucoup, Céliba. Donc, j'aime bien à mon tour remercier le bureau de l'APAX pour cette occasion qu'il m'a donnée afin de parler d'un sujet certes classique, mais qu'on oublie malheureusement souvent dans la prise en charge quotidienne de nos patients BPCO. Donc, je vais parler de l'atteinte musculaire au cours de la BPCO, conséquences et implications thérapeutiques. Et pour être dans le temps qui a été alloué à cette présentation, je vais me limiter en fait à l'atteinte musculaire périphérique et précisément à l'atteinte musculaire périphérique des membres inférieurs. Donc, pour introduire, je ne fais que rappeler que la BPCO c'est une maladie systémique qui peut donner, donc, à côté de son atteinte respiratoire, plusieurs atteintes de plusieurs systèmes et organes, notamment le système cardiovasculaire, le tissu osseux. On peut avoir un impact sur la psychologie du patient, mais aussi une atteinte du système musculaire. Et cette atteinte musculaire, elle est fréquente. La fréquence, elle est variable en fonction des études. C'est généralement entre 20 à 40% et en moyenne 25, 28, voire même 30%. L'altération musculaire chez les BPCO est en fait évoquée depuis les années 80. Mais sa confirmation expérimentale, elle est beaucoup plus récente et ça date à la fin des années 90 et le début des années 2000. Et à nos jours, cette atteinte musculaire périphérique est bien établie et elle se caractérise par une altération des performances musculaires, notamment la force et l'endurance. Et là, je vais dès le début définir ces deux entités puisque vous allez les entendre tout au long de ma présentation. Donc la force musculaire est en fait la capacité de muscle à se contracter intensément pour permettre de déplacer une charge ou bien de lutter contre une résistance. L'endurance est plutôt l'aptitude à maintenir un effort d'une intensité relative donnée pendant une durée prolongée et de façon plus simplifiée. Donc l'endurance, c'est la capacité du muscle à résister à une fatigue qui peut survenir lors de la réalisation d'une activité physique entretenue. Quels sont les mécanismes de la dysfonction musculaire chez les BPCO? En fait, je vais commencer tout d'abord par l'inactivité physique. Cette inactivité représente la cause la plus anciennement connue, et d'ailleurs, et physiologiquement, la masse musculaire, elle est régulée par l'activité physique. Donc, si je veux conserver ma masse musculaire, donc elle doit être active et je dois exercer une activité physique. Ce phénomène est tellement important qu'une simple immobilisation de 3 semaines peut entraîner une atrophie musculaire avec perte de 20% des fibres musculaires et on parle à ce moment-là du déconditionnement. Est-ce que cette inactivité physique est fréquente chez les patients BPCO? La réponse est oui. Et là, j'ai mis deux études. Donc, la première étude, elle évalue le degré d'activité physique quotidienne chez les patients BPCO par le calcul du nombre de pas journaliers. Et ce qu'on peut conclure à travers cette étude, c'est que plus la maladie est sévère, moins le patient est actif. Donc, on voit très bien sur ce graphique-là, on voit très bien que le degré d'activité physique, donc le nombre de pas journaliers, il diminue avec l'évolution de la maladie. Plus c'est sévère, moins le patient est actif. Donc, la deuxième étude que j'ai mise, c'est toujours une étude qui évalue le degré d'activité physique chez les patients BPCO, mais cette fois-ci, c'est une étude comparative à 3 autres groupes. Un groupe contrôle, de sujets sains, et 2 autres groupes de patients ayant 2 autres pathologies respiratoires chroniques. Le SA, c'est l'asthme sévère, BE, c'est la bronchiectasie. Les conclusions de cette étude, c'est que le niveau d'activité physique est diminué chez tous les patients ayant des pathologies respiratoires chroniques, comme on le voit très bien ici. Donc, chez les 2 premiers groupes, on a une réduction de moins 2300 pas par jour. Et la deuxième conclusion qu'on peut tirer, c'est que chez les patients BPCO, on a une réduction beaucoup plus importante du nombre de pas journaliers comparativement aux 2 autres groupes, asthme sévère et bronchiectasie. Pour les BPCO, on a une réduction de moins 4800 pas par jour comparativement au groupe de sujets contrôlés. L'activité physique est un élément très important à évaluer chez les patients BPCO et ça a été démontré que l'activité physique elle représente un facteur prédictif de mortalité indépendant des autres facteurs
Dans cette étude, c'est le meilleur facteur prédictif de mortalité, mieux que le VMS, mieux que le test de marche de 6 minutes, le MMRC, voire même l'index de Gott. L'inactivité physique, elle entraîne chez les patients BPCO une atrophie musculaire. Ça a été démontré depuis les années 1998, cette diminution du volume musculaire par une évaluation à travers des coupes scanographiques de la surface de section du quadriceps. Et on a noté, dès cette étude, qu'il y a une réduction de moins de 30% de la surface de section, comme on le voit sur ces deux photos comparatives. Pourquoi on a cette atrophie musculaire? En fait, chez les patients BPCO et suite à l'inactivité physique, il y a une modification structurelle musculaire. On a tout d'abord une atrophie des différentes fibres qui constituent les muscles, les différents faisceaux de fibres. Et deuxièmement, donc, on a une transformation, ou bien on a ce qu'on appelle le phénomène de Schiff, des fibres type 1 en des fibres type 2. Les fibres type 1, en fait, ce sont des fibres oxydatives qui sont résistantes à la fatigue, ce sont des fibres endurantes. Les fibres type 2 sont plutôt des fibres glycolytiques qui se fatiguent rapidement. Chez les sujets normaux, on a cette répartition de la typologie des fibres. On a 60% de fibres type 1 au niveau du quadriceps contre 40% de fibres type 2. Et c'est tout à fait normal puisque le muscle quadriceps, c'est le muscle endurant par excellence, parce que c'est le principal muscle qui est responsable de la locomotion, donc il doit obligatoirement comporter des fibres qui sont résistantes à la fatigue. Chez les patients BPCO, qu'est-ce qu'on a? On a une réduction de la surface de section, mais on a également une transformation des fibres type 1 en des fibres type 2, et on garde uniquement 19% de fibres résistantes à la fatigue chez les patients BPCO. La conséquence, c'est que le quadriceps, théoriquement un muscle endurant, va se transformer en muscle rapidement fatigant chez les patients BPCO, ce qui explique leur fatigue rapide, même lors de la réalisation des activités de leur vie quotidienne. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que l'inactivité physique est le seul élément, ou bien le seul facteur qui entraîne cette modification structurelle? Pour répondre à cette question, on doit voir ce qui se passe chez un groupe intermédiaire. C'est le groupe de sujets sains sédentaires. C'est un groupe intermédiaire entre les deux, entre le groupe de sujets sains actifs, entre le groupe BPCO. Et on note qu'il y a, comparativement au groupe de sujets sains actifs, on a une réduction de la surface de section avec un début de transformation des fibres type 1 en des fibres type 2, mais ces modifications sont beaucoup moins importantes que chez les patients BPCO. Moralité de tout ça, c'est qu'il y a au moins un deuxième facteur chez les patients BPCO qui est responsable de cette modification. Ce deuxième facteur n'est autre que la myopathie acquise. Donc, il y a chez les patients BPCO ce qu'on appelle une myopathie acquise. Et ce schéma résume tout ce que je viens de dire. Donc, si on prend les muscles périphériques, le principal élément, c'est le déconditionnement. Mais on a également la myopathie acquise qui est secondaire à plusieurs étiologies, ou bien plusieurs causes. Notamment, je ne vais que les citer, donc l'inflammation, le stress oxydant, le vieillissement, l'hypoxémie, la dénutrition, la capillarisation insuffisante qui se voit chez les patients BPCO qui ont rapport avec la réduction des facteurs de croissance vasculaire au sein des muscles, mais aussi un déséquilibre entre le catabolisme et l'anabolisme qui est en partie dû à l'effet de la corticothérapie que reçoivent les patients au moment des exacerbations. Bien sûr, la corticothérapie systémique. Là, j'ai mis une étude qui illustre l'effet de la corticothérapie systémique, bien sûr, à des prescriptions répétées au moment de l'exacerbation, sur la surface de section musculaire, mais également sur la force musculaire. Donc, d'après cette étude, donc, les patients qui prennent beaucoup de corticoïdes systémiques, ce sont des patients qui ont une dysfonction musculaire périphérique plus importante. Si j'ai à choisir une plaque qui résume tout ce que j'ai dit, donc je vais choisir la fameuse spirale de déconditionnement. Donc tout va commencer avec la maladie respiratoire.
avec toutes les modifications bronchiques qui vont se passer, notamment l'inflammation, les modifications des volumes et des débits, mais c'est surtout la distension dynamique qui explique la majorité ou bien la grande partie de la dyspnée chez les patients BPCO, et on parle de la dyspnée dans sa part respiratoire. Les patients BPCO dyspnéiques vont être découragés de faire une activité physique parce qu'ils ont peur d'avoir cette dyspnée-là. Ils vont tomber alors dans le versant sédentaire. Et cette sédentarité va entraîner un déconditionnement qui, associé à la myopathie, va aggraver de la dyspnée, et on parle à ce moment-là de la dyspnée dans sa part musculaire. Quelles sont les conséquences de la dysfonction musculaire périphérique chez les patients BPCO? En fait, cette dysfonction, elle agit à 5 niveaux. Premièrement, l'impact sur l'endurance musculaire. Donc, les patients BPCO ont des muscles qui sont moins endurants, qui se fatiguent rapidement, et ceci a été démontré par la quasi-totalité des études qui ont été réalisées dans ce sens-là, notamment cette méta-analyse qui montre que les muscles des sujets sains sont plus endurants que celles des sujets BPCO. Le deuxième niveau, donc la dysfonction musculaire des BPCO, elle agit également sur la force musculaire. Les muscles des patients BPCO sont plus faibles que ceux des sujets sains. Troisième niveau, c'est un impact sur la qualité de vie. Là, c'est une étude qui a comparé 3 groupes de sujets en termes de qualité de vie via le calcul du score de Saint-Georges. On va s'intéresser à ce deuxième groupe. C'est un groupe de sujets qui a une masse maigre qui est conservée et qui a une meilleure qualité de vie que les 2 autres groupes. Quatrième niveau, donc la dysfonction musculaire chez les BPCO, elle agit également sur la survie, et on peut retenir que l'atrophie du quadriceps et la faiblesse du quadriceps chez les patients BPCO représentent des facteurs de risque de mortalité. Un dernier niveau sur lequel agit la dysfonction musculaire chez les BPCO, c'est le coût de la maladie. Et là, c'est une étude qui a comparé 2 groupes. C'est un groupe de sujets qui ont un coût élevé de leur maladie. Ce coût est calculé en prenant en considération le nombre d'exacerbations, le recours à la consultation, le nombre d'hospitalisations, la durée d'hospitalisation, la consommation médicamenteuse. Donc, on a 2 groupes. Un groupe de sujets qui ont un coût élevé, un deuxième groupe qui ont un coût plutôt faible. Et on a noté que les patients qui ont une force quadricipitale diminuée, ce sont des patients qui appartiennent plutôt au groupe coût élevé. Donc, la dysfonction musculaire chez les BPCO, elle augmente le coût de la maladie. Un petit mot sur l'exploration de la dysfonction musculaire. Comment faut-il explorer la fonction musculaire chez les patients BPCO? Donc, l'idéal, c'est de l'explorer chez tous les patients pour pouvoir suivre l'évolution de la maladie. Sinon, on va l'explorer chez les patients qui se plaignent de fatigue ou bien chez les patients qui vont subir une intervention thérapeutique, notamment un programme de réhabilitation respiratoire, pour avoir des valeurs de base ou bien un document de base sur lequel on va juger l'efficacité de notre programme. Sinon, on peut l'indiquer dans le cadre d'études cliniques qui peuvent être réalisées. Quels sont les moyens? Je vais uniquement les citer. Donc, pour évaluer la force, on peut s'aider du simple testing musculaire tout en sachant qu'il va donner des résultats subjectifs. Sinon, mieux, c'est d'avoir un dynamomètre. L'endurance musculaire, on peut l'évaluer de façon globale par le test de marche 6 minutes, le test de levée de chaise, ou bien l'épreuve de l'effort cardio-respiratoire avec mesure du VO2 max. L'atrophie musculaire, donc son évaluation se fait par la surface de section à travers les coupes scanographiques. Donc la mesure du périmètre quadriceps peut donner des résultats erronés, notamment chez les patients qui ont des œdèmes au niveau des mains. Maintenant, je passe à la prise en charge thérapeutique. Comment va-t-on traiter ces patients qui ont des dysfonctions musculaires? En fait, on a à notre disposition des moyens non pharmacologiques et des moyens pharmacologiques. Le premier moyen auquel je vais m'intéresser, c'est l'exercice physique. Et d'ailleurs, c'est le traitement le plus efficace. On peut prescrire, on peut indiquer des exercices en force ou bien des exercices en endurance.
qui peuvent être isolés ou bien s'intégrer dans le cadre plus général d'un programme de réhabilitation respiratoire. Pour quel patient? Donc, l'idéal, c'est qu'il faut prescrire un exercice physique. Là, je dis bien prescrire, parce qu'à l'étranger, donc ça fait des années qu'on parle de sport sur ordonnance. C'est une véritable ordonnance. Au lieu de mettre une molécule avec des doses, on met un type d'exercice avec le nombre de séries, le nombre de répétitions. Donc l'idéal, c'est d'indiquer une activité physique chez tous les patients BPC. Et il ne faut jamais se limiter à l'indication chez certaines catégories. C'est-à-dire que la sévérité de la maladie ne doit pas contre-indiquer une activité physique, ni l'âge du patient. Ce n'est pas parce que c'est un sujet âgé qu'il ne peut pas faire une activité physique. L'essentiel, c'est d'indiquer une activité physique qui est adaptée à l'état du patient. Dans ce sens-là, on parle d'une activité physique adaptée à l'état du patient et à l'âge du patient. Quels sont les types d'exercices? En fait, il y a des exercices qu'on appelle des exercices de renforcement musculaire global ou bien des exercices de renforcement musculaire analytique qui vont s'intéresser à un muscle ou bien un groupe musculaire. Il y a des paramètres à définir pour chaque exercice, notamment la fréquence, le nombre de séances par semaine, l'intensité de travail, les modalités d'incrémentation de cette intensité, les types d'exercices musculaires, est-ce qu'on va travailler en force ou bien en endurance, la durée totale des programmes de renforcement en nombre par semaine et le mode de travail musculaire, statique, dynamique, actif, passif. Donc tous ces paramètres doivent être bien indiqués. Là, j'ai mis quelques exemples d'exercices de renforcement musculaire global qui sont très simples à faire, mais en même temps, ils sont très bénéfiques pour les patients BPCO. Là, ce sont quelques exercices de gymnastique. Un autre type d'exercice qui est utile chez les patients BPCO, c'est l'exercice de transfert entre la position debout et assis, bien le contraire assis-debout. Et le but de ces exercices-là, c'est de diminuer la fatigabilité lors des transferts entre ces deux positions. Donc, c'est un exercice important pour les BPCO parce qu'il est utile dans sa vie quotidienne. On va indiquer 3 séries d'exercices comportant chacune 10 répétitions et entre lesquelles donc, il y a des exercices respiratoires, bien sûr, pour diminuer au maximum la dyspnée qui peut limiter la réalisation de ces exercices-là. Autre type, donc pour ceux qui se permettent d'avoir un tapis ou bien le mieux de l'ergocycle, donc ça sera un outil de renforcement musculaire global. Pour le renforcement musculaire analytique, c'est-à-dire si on va s'intéresser uniquement au quadriceps, donc le meilleur, c'est le fauteuil à quadriceps qui consiste à soulever par le membre inférieur ou par la jambe des charges qu'on va augmenter progressivement. Pour les patients qui ne se permettent pas d'avoir ce matériel-là, donc les bandes élastiques qui ont un coût pas très élevé, qui sont disponibles chez tous les fournisseurs de matériel sportif, que le patient peut fabriquer par lui-même. Donc ces bandes élastiques ont prouvé leur efficacité à travers différentes études qui ont comparé l'effet de ces bandes-là à l'effet de l'autre matériel, notamment le fauteuil à quadriceps. On a noté que ça va donner le même résultat. À côté de l'exercice, disons, actif que va réaliser le patient lui-même, on a également l'électrostimulation. Ça consiste à faire passer un courant électrique de faible intensité via des électrodes qu'on va placer au niveau du quadriceps. Et cette technique-là, donc, elle a ses indications, elle a ses avantages. Notamment, c'est une technique qui permet de démarrer un exercice physique chez des patients qui ont une maladie très sévère, ou bien chez des patients qui sont en exacerbation, qui ne peuvent pas tolérer même des exercices très simples. Un autre avantage, c'est que c'est une technique qui peut être réalisée à domicile du patient, mais il y a des inconvénients, ou bien je dirais des limitations. Pourquoi? Parce que c'est une technique passive. On sait très bien que les techniques passives donnent de moindres résultats que les techniques actives. Exemple d'un protocole qu'on peut prescrire chez les patients de BPCO. Donc, il y a des exercices. Donc, ce protocole doit comporter des exercices de renforcement en force. Bien sûr, on va choisir le type d'exercice en fonction de l'état du patient.
Les exercices de renforcement en endurance, même chose, donc la durée de l'exercice doit être adaptée à l'état du patient. Les paramètres qu'on va fixer, la fréquence, généralement c'est 2 à 3 fois par semaine. La durée de la séance c'est 1 à 2 heures. 6 à 8 semaines, c'est la durée du programme. L'intensité, elle dépend de l'objectif qu'on va fixer. Donc si on va travailler en endurance, on va augmenter le temps de réalisation de l'exercice et diminuer l'intensité. Si on va travailler en force, donc on va plutôt augmenter l'intensité et diminuer la durée de réalisation. Donc l'incrémentation de l'intensité de l'exercice, elle dépend des symptômes. Donc l'essentiel, c'est que la dyspnée, lors de la réalisation de l'exercice, ne doit pas dépasser le score 4 sur l'échelle Gauss. À côté de ces mesures non pharmacologiques, je vais dire un mot sur les autres mesures, notamment les hormones anabolisantes, le GH, le testostérone, la vitamine D, les antioxydants. Donc ce sont des moyens qui ont été essayés soit seuls, soit en association à l'exercice physique, mais ça a donné des résultats contradictoires, d'où la nécessité d'autres études plus larges pour avoir des conclusions qui sont beaucoup plus solides à propos de ces mesures. Donc en conclusion, je dirais que le muscle, c'est une structure qui est plastique. Cette caractéristique du muscle lui permet de s'adapter à ses propriétés contractiles et métaboliques en fonction des contraintes qui sont imposées par les différentes situations que peut rencontrer le patient BPCO, notamment l'hypoxémie, le stress oxydatif, et ça justifie donc que le muscle représente une cible privilégiée dans la prise en charge des patients atteints de BPCO. Je vous remercie pour votre attention.